Il est temps d'en finir. Il reste 2 ans. Je crois que beaucoup de pays attendent l'après Macron parce que pour les pays normaux, je dirais, la position de la France, la diplomatie française, c'est celle de Jacques Chirac, c'est pas celle des néoconservateurs. Bonjour chers abonnés d'Omerta et bienvenue dans ce nouvel entretien exclusif. Avant de commencer notre nouveau magazine Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe qui est disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France. Bonjour Charles. Bonjour Salma. Ces derniers jours, Macron s'est inquiété du rapprochement militaire entre la Corée du Nord et la Russie, allant jusqu'à parler de troupes nord-coréennes en Russie. Réaction immédiate de Pyongyang. Une attaque verbale contre la France, accusée d'hypocrisie et d'être trop alignée sur l'OTAN. La Corée du Nord assume totalement son alliance avec Moscou. Question 1, est-ce qu'on doit craindre une montée de tension avec la Corée du Nord? Non, on ne doit pas craindre une montée de tension avec la Corée du Nord parce qu'il y a très peu d'interactions entre la France et la Corée du Nord. En réalité, c'est une joute verbale, une espèce de rapport de force. On ne comprend pas trop l'objet qui a été initié par Emmanuel Macron. Alors visiblement, ce qu'il voulait faire, c'était mettre une espèce de pression sur la Chine avec l'objectif de désolidariser de la Chine de la Corée du Nord, de demander à la Chine de contrôler la Corée du Nord, de contrôler son leader et de la dissuader d'envoyer des hommes dans la région du Donbass, dans la région où se déroule la guerre russo-ukrainienne. C'est un peu étonnant parce que en réalité, le rapport de force avec les Chinois, on voit pas bien comment Emmanuel Macron a les moyens de l'imposer. La Corée du Nord fournit de l'aide militaire à la Russie depuis des mois, voire depuis 2 ans. Ça a démarré avec des obus de 152 mm, puisque l'armée nord-coréenne est équipée de canons de conception soviétique, de conception russe, comme d'ailleurs les Ukrainiens. Le 152 mm, c'est un classique de l'artillerie soviétique. Et à un moment donné, surtout en 2023, au moment de la bataille de Bakhmut, les Russes ont manqué de ces obus, puisque entre le moment où la guerre a démarré en février 2022 et le printemps 2023, les Russes sont rentrés dans une guerre, pas totale, mais dans une guerre classique de haute intensité. Et il leur a fallu, pour conserver la supériorité, notamment dans le secteur de l'artillerie, eh bien, relancer de nouvelles chaînes de production d'obus, en particulier d'obus soviétiques. Ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont maintenu cette avance, mais cette montée en puissance et la création de nouvelles chaînes de production, ça a demandé du temps, ça a demandé des mois, et pour maintenir sur le front des opérations l'intensité et la pression sur l'armée ukrainienne, ils ont dû se fournir en obus de 152 mm auprès de la Corée du Nord. Ce sont d'ailleurs des obus, pour l'anecdote, que nous avons trouvés sur le front avec Régis Le Sommier et Aïcha Missi. Et ce qui était d'ailleurs intéressant, c'est que les obus nord-coréens sont particuliers, sont un peu différents des obus de conception russe. Et donc, pour les connaisseurs, il faut que lorsqu'un obus nord-coréen est utilisé dans un canon russe, il faut que la charge, c'est-à-dire que l'explosif qui est collé à l'obus dans le canon, soit aussi de conception nord-coréenne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ces obus, ils ont été fournis par un premier contrat entre la Corée du Nord et la société militaire privée Wagner, donc en printemps 2023. Et depuis lors, le soutien militaire de Pyongyang à la Russie ne s'est jamais démenti. D'ailleurs, il n'a fait qu'augmenter. Les Nord-Coréens ont fourni d'abord donc des obus, mais ils ont fourni ensuite des pièces d'artillerie, en particulier des lance-roquettes multiples, et évidemment des soldats. On a parlé de 10 000 soldats nord-coréens envoyés en soutien à l'armée russe dans la région de Koursk, donc pas sur le territoire ukrainien, sur le territoire du Donbass, là où les Russes ont effectué un certain nombre d'acquisitions territoriales, de prises territoriales. Non, ils ont été envoyés dans la région de Koursk, qui a toujours été une région russe, pour soutenir la contre-offensive russe suite à l'invasion éclair et à la prise de près de 1 000 km² par l'armée ukrainienne en août 2024. Voilà, donc c'est un soutien. Alors,
c'est pas à sens unique. En retour, les Russes soutiennent économiquement la Corée du Nord, qui est sursanctionnée par les États-Unis en particulier. C'est un pays qui vit dans une certaine autarcie. Il subit des sanctions occidentales. Et donc, en contrepartie de cette aide militaire importante, qui est vraiment d'ailleurs considérable, hein, puisque c'est grâce à cette aide militaire que la Russie a pu augmenter son offensive et la faire durer dans le temps. Mais la Russie a annoncé il y a déjà plusieurs mois un certain nombre d'investissements en Corée du Nord et aussi la fourniture bien, de matières premières, d'énergie à la Corée du Nord, en particulier de pétrole, production que n'a pas la Corée du Nord et qui devrait permettre à la Corée du Nord de pouvoir se développer économiquement. Mais la Corée du Nord, c'est pas du tout un pays, comment dire, bien que sursanctionné, c'est pas du tout un pays à négliger. C'est un pays qui a, en matière d'armement ou en matière spatiale, en matière balistique, en matière scientifique, qui a de vraies compétences, de vraies ressources, une industrie, des capacités de production, des centres de recherche importants. Et donc, euh, et donc, c'est un allié précieux pour la Russie. Alors, dans l'argumentaire d'Emmanuel Macron, il semble ne pas comprendre que la Chine, bien qu'ayant des relations économiques importantes avec l'Union européenne, les pays de l'Union européenne et avec les États-Unis, a fait le choix politique et économique de soutenir la Russie. Euh, Politique tout simplement parce que ils sont eux aussi dans un affrontement avec potentiel avec l'OTAN sur la question de Taïwan, on va en reparler, mais aussi politique parce que entre la vision de l'Union européenne, la vision politique, la vision de l'ordre mondial, on va y revenir, que propose Emmanuel Macron, les dirigeants européens, et la vision d'empire, la vision nationaliste de la Chine, eh bien, les Chinois sont en réalité bien plus proches des Russes que des Européens. Donc, cette demande, elle a peu de chances d'aboutir. Il faut dire aussi que les Chinois, comme les Russes, sont des peuples assez loyaux. Quand il y a une alliance qui est scellée, il est très difficile pour eux d'en sortir. Il est très difficile de les en faire sortir, de les en dissuader. Aujourd'hui, le soutien chinois à la Russie, il est aussi fondamental, pas tellement en termes d'armement ou de fourniture de munitions ou de soldats, quoique il y a beaucoup de volontaires chinois qu'on a rencontrés dans le front du Donbass, dans les unités, dans les bataillons, les brigades, les divisions de volontaires qui servent aux côtés de l'armée russe. Mais c'est surtout la fourniture de technologies et le contournement des sanctions que permet la Chine. Aujourd'hui, il y a des dizaines, voire des centaines de sociétés chinoises qui achètent de l'énergie russe, du pétrole, du gaz pour les revendre à des pays tiers. Il y a des dizaines, des centaines de sociétés chinoises qui fournissent des composants électroniques dont la Russie manque parfois pour un certain nombre de matériels. La Chine est un très gros fournisseur de drones, en particulier de petits drones d'observation ou de drones kamikazes, drones FPV. Et donc, euh, et donc la sortie d'Emmanuel Macron, en essayant d'appliquer les Chinois vis-à-vis des Nord-Coréens pour les désolidariser des Russes ou pour désolidariser les Chinois eux-mêmes vis-à-vis des Russes, c'est une cause perdue. Et ça montre une fois de plus qu'Emmanuel Macron ne comprend pas comment fonctionnent les relations internationales. Euh, il n'a aucune chance d'imposer un rapport de force, zéro chance de pouvoir le gagner de toute façon. Et quant à convaincre les Chinois de se rallier à la cause européenne, de se désolidariser un tant soit peu des Nord-Coréens ou des Russes, eh bien, il devrait revoir complètement son logiciel, il devrait revoir ses arguments et il devrait quasiment changer qui il est pour avoir une chance de pouvoir que sa parole soit écoutée. Sa parole est entendue, les Chinois entendent ce qu'il dit, mais elle n'est pas écoutée, elle n'est pas crédible pour les Chinois comme pour la plupart d'ailleurs des pays du monde. Là, je me trouve au Tadjikistan puisqu'on fait on a démarré une série de reportages sur les pays de la route de la soie. J'ai parlé avec des Tadjiks aujourd'hui, hier et avant-hier, et quand je leur demande ce qu'ils retiennent de l'actualité française d'Emmanuel Macron, question absolument neutre, hein, sans parti pris.
La seule chose qu'ils ont retenue ces dernières semaines d'Emmanuel Macron, c'est la claque donnée par Brigitte. Ce qui prouve bien que même au Tadjikistan, c'est-à-dire au fin fond de l'Asie centrale, eh bien, l'image d'Emmanuel Macron, elle est ramenée à ce qu'il est lui, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a du mal à suivre, avec un comportement un peu enfantin, puéril, et, euh, et comme ça, des instants volés. Il y en a, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais tout ce qu'on retient de lui, c'est des choses qui sont très négatives. Et ce qui veut dire que sa parole n'a pas beaucoup de valeur, mais aussi que l'image et l'influence française en paye le prix aussi et que on n'est plus très écouté dans le monde. Cette conférence, le Shangri-La, durant laquelle il a essayé de faire la leçon aux Chinois, aux Nord-Coréens et aux Russes. En réalité, on lui tend le micro, mais je crois que ce qu'il dit n'est pas crédible. À quel point la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord est-elle solide aujourd'hui? Et en réalité, c'est une coopération à double sens. Les Nord-Coréens fournissent de l'armement, des hommes, des munitions, des technologies. Et de l'autre côté, les Russes aident économiquement, notamment dans la sphère énergétique, la Corée du Nord. Et la Corée du Nord a longtemps été un peu isolée dans la sphère d'influence chinoise, essentiellement. Elle dépend beaucoup de la Chine économiquement. Mais avec cette guerre, les Russes ont fait un pas vers la Corée du Nord, ce qui a contribué à rompre un peu l'isolement de ce pays, pas tellement dans la sphère occidentale, évidemment, puisque le soutien de Pyongyang à Moscou a contribué à l'isoler encore un peu plus. Mais je pense dans la sphère des BRICS, là, je pense que Pyongyang a pu faire des progrès grâce à son soutien. Les pays qui soutiennent la Russie, sans le dire officiellement, sans donner autant d'aide à Moscou que le fait la Corée du Nord, eh bien, je pense qu'il y a aujourd'hui des passerelles qui peuvent être mises en place, qui ont peut-être été mises en place avec la Corée du Nord. Et donc, cette alliance pour la Corée du Nord, elle est très, très bénéfique pour ce pays. Pour Moscou, évidemment, euh, ce soutien franc, direct, massif, dans tous les domaines, sur le champ de bataille, il est très précieux parce que la Corée du Nord, contrairement aux pays de l'Union européenne, de l'Europe de l'Ouest, de la France, a une capacité de production qui est énorme dans le secteur militaire. On parlait des obus tout à l'heure, des lance-roquettes. Les chaînes de production nord-coréennes sont très importantes et les stocks de matériel soviétique conservés par la Corée du Nord, comme par la Russie d'ailleurs, peut-être plus, mais on n'a pas les moyens de le vérifier, sont intacts et sont considérables. Puisque la Corée du Nord, depuis la guerre de Corée, c'est-à-dire depuis plus de 70 ans, se prépare à la guerre. Et donc, euh, ils ont des capacités balistiques, des ressources, des stocks de munitions qui sont considérables et qui aujourd'hui, eh bien, sont pour les Russes très utiles. Lors de notre dernier passage dans le Donbass, on a encore vu des obus nord-coréens utilisés par les Russes. Et donc, les pays de l'Europe de l'Ouest qui soutiennent l'Ukraine ont face à eux un petit pays qui, c'est pas un pays très grand, c'est pas un pays qui économiquement pèse beaucoup dans le monde, mais dans le domaine militaire, qui équivaut, je crois, pour les Russes au soutien occidental, au soutien de la France, au soutien de l'Allemagne, au soutien de l'Angleterre à l'Ukraine. L'OTAN a-t-elle vraiment une stratégie pour l'Indo-Pacifique ou est-ce que c'est juste une tentative d'élargir son influence? Alors, c'est moins une stratégie de l'OTAN qu'une stratégie des États-Unis, puisque le Pacifique, c'est aussi le précaré, pas seulement de la Chine, mais des États-Unis. Les États-Unis ont une façade pacifique très importante et une partie des enjeux de souveraineté, des enjeux économiques et de l'influence mondiale des États-Unis se joue dans le Pacifique. Alors aujourd'hui, c'est plus comme en 1940, c'est plus le Japon qui pose problème, qui est le concurrent principal des États-Unis dans cette zone, c'est la Chine. Et l'intérêt des États-Unis, c'est évidemment, par exemple, sur la question taïwanaise, c'est pas tellement une question de principe ou de défense de Taïwan, c'est que en défendant l'intégrité et la souveraineté taïwanaise, il place
un caillou dans la chaussure de Pékin dans la zone. Et aujourd'hui, la lutte d'influence dans dans cette zone pacifique, Indo-Pacifique, c'est la lutte pas entre l'OTAN et la Chine, c'est la lutte entre les États-Unis et la Chine. Alors évidemment, les États-Unis sont très critiques, surtout Donald Trump a beaucoup critiqué la manière de fonctionner de l'OTAN, le fait que les Européens ne participaient pas suffisamment au financement de l'OTAN. Il faut bien comprendre que par l'OTAN c'est le parapluie, c'est la défense de l'Europe occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis la guerre froide, mais que les États-Unis et Donald Trump, eh bien, ils utilisent l'OTAN comme un instrument de souveraineté, comme un instrument au service de leur stratégie. Il n'en a pas grand-chose à faire, Donald Trump, de la sécurité de la France ou de la sécurité de l'Allemagne, qui sont de toute façon, de son point de vue, pas menacés par la Russie. Donc, il est très critique de l'OTAN dans sa manière de fonctionner et dans le, dans le fait que, selon lui, les États-Unis surpayent pour d'autres qui ne payent pas assez. Mais en revanche, dans la zone Indo-Pacifique, là, évidemment, l'OTAN peut être un moyen de pression intéressant pour Trump sur la Chine, parce que l'OTAN, c'est une puissance militaire quand même considérable. Et donc, dans un rapport de force avec la Chine, qui a déjà commencé sur le terrain économique, eh bien, il peut y ajouter aussi un rapport de force plus stratégique, plus géopolitique, plus militaire via l'OTAN. Voilà. Donc, soyons clairs, là-dedans, les Européens ne pèsent absolument rien. Les pays européens membres de l'OTAN ne pèsent absolument rien. Et Donald Trump décidera de ce qu'il fait, de la manière dont il utilise l'OTAN, s'il va ou non au prochain sommet de l'OTAN, à la rentrée. Et il faut que nos auditeurs gardent en tête que l'OTAN sans les États-Unis, ça ne pèse plus rien. Voilà, c'est tout le problème, c'est toute la problématique pour les dirigeants européens aujourd'hui, qui essaient de trouver une alternative à l'OTAN, essayer de s'entendre ensemble, parce qu'ils ont bien compris que l'OTAN avec Donald Trump, ce n'est pas l'OTAN avec Joe Biden. Emmanuel Macron s'est posé en défenseur de Taïwan. Est-ce que la France a encore une influence dans cette région? Alors, Emmanuel Macron a raison sur un point, c'est que la France est bien présente dans cette région de l'Indo-Pacifique. On a évidemment, il faut rappeler que la France est la deuxième puissance maritime mondiale grâce à la détention d'un certain nombre d'îles de territoires d'outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie par exemple. On a aussi près de 8000 hommes dans cette zone, dont d'ailleurs le célèbre deuxième régiment de parachutistes d'infanterie de marine. La marine nationale aussi est très présente. Elle couvre, on a une vraie force militaire présente dans ce secteur. Ceci étant, la position d'Emmanuel Macron, elle est contradictoire, puisque il défend l'intégrité territoriale de Taïwan, mais en même temps, concernant le Kosovo, territoire avant la guerre du Kosovo appartenant à la Serbie, euh, sous souveraineté serbe, a été lâché par les Occidentaux, qui, sur cette question du Kosovo, sur cette question de la Serbie, ont préféré à la au principe de souveraineté qu'il voudrait voir s'appliquer en Ukraine. Au nom du principe de souveraineté, Emmanuel Macron s'oppose à, à la conquête russe, à l'invasion russe. Au nom du principe de souveraineté, il défend l'intégrité territoriale de Taïwan. Mais par contre, pour le Kosovo et pour la Serbie, là, le principe de souveraineté pour ces élites occidentales, Emmanuel Macron évidemment arrive après, mais il est dans la lignée de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, le principe de souveraineté territoriale ne pouvait pas s'appliquer. Et là, c'était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui prévalait comme principe juridique. Même ce même principe juridique qu'ils ont refusé aux populations russophones d'Ukraine, euh, préférant le principe de souveraineté territoriale. Voilà. Donc le problème pour Emmanuel Macron, c'est que il a une diplomatie, il a des principes un peu à deux vitesses qui changent en fonction de l'interlocuteur. Et ça, je crois que tout le monde l'a remarqué. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, en même temps, il est critiqué en France. Emmanuel Macron a perdu les élections législatives. Emmanuel Macron est largement rejeté aujourd'hui par une majorité de la population. Mais il est aussi, en même temps, il est aussi visible sur la scène internationale. Et depuis
son premier quinquennat, la France ne cesse de perdre des positions, que ce soit en Afrique, mais aussi dans la zone de l'Asie-Pacifique. Oui, la France a vendu des Rafales à l'Inde, mais partout, en fait, c'est un recul. Et la parole française aujourd'hui ne vaut plus grand-chose. Donc, théoriquement, on a les moyens de peser un petit peu, puisque même si la France est présente et qu'on a des moyens militaires et qu'on a une présence territoriale importante dans cette zone de l'Indo-Pacifique, en réalité, face aux mastodontes chinois et américains, on ne pèse pas grand-chose. Mais il aurait été possible pour Emmanuel Macron, en réalité, de peser beaucoup plus euh, s'il avait maintenu la France dans une position diplomatique classique avec l'ancienne école, celle d'Hubert Védrine, celle de Jacques Chirac, celle de Dominique de Villepin, de maintenir la France comme puissance d'équilibre, comme puissance de dialogue, de négociation entre les nations, notamment dans le cadre de conflits, de crises graves. Là, effectivement, c'est la seule, en tant que puissance moyenne, c'est la seule voie pour la France de peser dans les négociations. Or, aujourd'hui, la France, diplomatiquement, est en recul partout. Militairement, on ne pèse plus grand-chose parce que l'armée française a été la variable d'ajustement systématique de tous les budgets, y compris des budgets votés, proposés par Emmanuel Macron, de ses gouvernements depuis qu'il est président de la République, mais aussi quand il était ministre de l'économie et des finances. Et donc, et donc, le positionnement d'Emmanuel Macron, velléitaire, euh, essayant en permanence de tirer la couverture à lui, d'être à la pointe du combat contre la Russie, mais en même temps voulant faire partie des négociations, eh bien, c'est la même chose dans l'Indo-Pacifique, c'est la même chose avec la Chine. Il passe son temps à faire des leçons à la terre entière, mais il n'a pas les moyens des rapports de force qu'il voudrait euh, enclencher ou des menaces à demi-mot qu'il fait à la Chine ou à la Russie. Il n'en a pas les moyens. Et donc, la seule solution pour lui, ce serait de revenir à cette position d'équilibre, à l'école diplomatique traditionnelle française. Mais le problème, c'est que ce n'est pas dans son logiciel. Son logiciel, c'est un logiciel néoconservateur. C'est un logiciel de rapport de force intégrale. On est sorti de la diplomatie française classique. La diplomatie française, il faut malheureusement le constater, est sous la coupe des néoconservateurs français. On le voit dans la politique du Quai d'Orsay, on le voit dans les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, lors de ses tournées en Afrique. Et le résultat, c'est qu'on se fait sortir euh, de tous les pays qui ont traditionnellement travaillé avec la France, soutenu la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc il est temps d'en finir. Il reste 2 ans. Je crois que beaucoup de pays attendent l'après Macron parce que pour les pays normaux, je dirais, la position de la France, la diplomatie française, c'est celle de Jacques Chirac, c'est pas celle des néoconservateurs. Merci beaucoup Charles, c'était très intéressant. Merci Salma. Merci à vous chers abonnés d'Omerta d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.